Jeu de massacre. Eugène Ionesco. Scène sur la place. La scène représente une ville, la place. La première et la deuxième ménagère entrent par la droite. Seulement les singes attrapent cette maladie. Heureusement, nous avons des chiens. Et des chats. Pourtant, ce sont les gens qui apportent le virus. Dans les mains, sans le faire exprès. Mon mari me disait que la plupart de ces gens vivent dans l'ignorance. Ils n'ont pas de mœurs précises. Il paraît qu'ils en meurent. Il faut faire le nécessaire. Dans le temps, il fallait bien laver les carottes, sinon elles vous faisaient attraper la lèpre. Maintenant, ce sont les pommes de terre qui vous donnent le diabète ou vous font trop grossir. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les lentilles, trop d'amidon. Les fruits, les salades, toutes les crudités vous donnent des colites. Si on les cuit, ça n'a plus de vitamines, ça n'a plus d'enzymes, ça vous tue. L'alcool, ça fait du mal, ça alcoolise. L'eau n'est pas bonne, même dans les bottes. Ça gonfle l'estomac, ça le remplit de grenouilles. La viande est mauvaise. C'est de l'acide urique. Les poissons vous énervent. Les poissons vous énervent? À cause du phosphore, ça le fait éclater. Dans la tête? Et les moules, ça peut donner la peste, et les huîtres, et les coquillages. Les asperges, mon mari n'en veut pas. Ça fait mal aux reins. Il le sait, il est docteur. Il a des clients qui ont de l'aspergite. Il y a les aubergines. Ça ne donne que le rhume. C'est moins gai que la peste. Elles sortent entre la troisième et la quatrième ménagère. Oh, les aubergines, c'est cancérigène. Les septième et huitième ménagères entrent. Mon mari m'a dit qu'il allait y avoir des gens qui vont monter jusque dans la lune. Plus haut encore. Il faudrait une échelle beaucoup plus grande que les échelles de pompiers et la tête en bas, parce que il paraît que la lune, elle est en bas. Elle est de l'autre côté, puisqu'on la voit de tous les côtés. Justement, puisqu'on la voit de tous les côtés de la Terre, pourquoi ne serait-elle pas de notre côté? Ah, c'est un risque à courir. Et combien de journées faudrait-il par les échelles? Ils ne pourraient pas. Ils perdraient leur souffle. Il y aurait des relais, des plateformes sur les échelles. Vous imaginez le vertige? La tête en bas ou en haut, c'est pareil pour le vertige. Il pourrait y aller sur des obus ou à cheval sur les obus. Il monterait sur les chevals, sur le cheval, je veux dire, qui serait sur l'obus. Ils en mourraient. Il y aurait trop d'air et ils auraient trop peur. Ils en mourraient. Elles sortent. Indication de travail, au lieu de sortir, les ménagères peuvent tourner en rond autour du plateau selon les disponibilités techniques. Il faudra autant de répliques d'hommes que de répliques de femmes. Si les répliques des hommes sont plus nombreuses que celles des femmes, il faudra augmenter celles des femmes ou vice-versa jusqu'au moment où ils se rencontreront tous pour s'étonner et s'effrayer du premier événement catastrophique, la mort d'un bébé. Par exemple, qui précédera celle d'un homme, d'une femme, de plusieurs hommes, de plusieurs femmes. Il est possible que tous les personnages qui se trouvent sur scène au début de la pièce meurent à la fin de ce début, c'est-à-dire au bout de quelques minutes. On les verra joncher le plateau. Ne pas oublier l'arrivée silencieuse du moine noir. Le premier et le deuxième homme entrent par la gauche. Nous sommes tous des idiots. Hélas, nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faudra trouver un remède à cela. Ce remède est introuvable. Ça ne fait rien. Je vous le trouverai quand même. Je vous le trouverai quand vous voudrez. Nous voudrions bien. Pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont deux facultés de l'âme de l'homme. Ils sortent, entrent par la gauche le troisième et le quatrième homme. Le dimanche, c'est moi qui pousse la petite voiture des bébés. J'ai 2 jumeaux. Ma femme tricote. Pour moi, c'est le contraire. Ils sortent. Les cinquième et sixième hommes entrent. Je vous dis que cela n'allait pas très bien. J'étais comme dans un brouillard épais. Je ne comprenais plus rien. J'étais agité d'une sorte d'impatience nerveuse et musculaire. Ça n'allait même pas bien du tout, du tout. Je ne pouvais rester ni couché, ni assis, ni debout. Je ne pouvais pas marcher parce que ça me fatiguait. Je ne pouvais pas rester sur place. Il y avait pourtant une solution. Pas très agréable, mais c'était la seule. Laquelle?
Vous pendre. On aurait pu vous pendre. C'est dangereux. Un risque à courir. Pour moi, ce fut pire, la dépression. Le monde entier était devenu une planète lointaine, impénétrable, en acier, fermé. Quelque chose de tout à fait hostile et étranger. Aucune communication, tout était coupé. C'est moi qui étais enfermé, mais enfermé dehors. Où était le couvercle? Dedans? Dehors? En tout cas, je ne pouvais pas le soulever. Ça pesait des tonnes et des tonnes. De plomb, non, d'acier, je vous ai dit. Le plomb encore peut fondre. Je n'ai jamais pu soulever plus de 60 kilos. Et plus facilement 60 kilos de paille que 60 kilos de plomb. C'est tout de même plus léger, la paille. On se demande parfois comment on peut faire pour vivre. C'est pas toujours gai, hein, comme dit mon ami Gaston. Peut-être qu'il vaudrait mieux mourir. Ne le dites pas, ça porte malheur. Ils sortent par la droite. Les 7e et 8e hommes entrent. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont dans les astres. Nous sommes de la race des désastres ou petits désastres. Ce ne sont que des techniciens supérieurs. Ils iront dans la Lune, ils iront dans les étoiles. Ils iront plus loin que nous, mais ils n'en sauront pas plus que nous. Quelle vue auront-ils? Plus vaste que la nôtre. Oui, mais que sauront-ils sur le tout? Ils ne sauront rien du tout sur le tout. C'est le tout qui compte, le reste n'est rien. En effet, le rien ne compte pas beaucoup. Pourtant, j'aime mieux les étages supérieurs. Les locataires des étages supérieurs ont une vue plus élevée, plus étendue que les locataires des étages inférieurs. Ou pas toujours. Comment ça? Si la maison est à flanc de côte, et si les locataires supérieurs ont leurs fenêtres, ou leurs lucarnes, ou leurs soupirails sur le flanc de la côte, les derniers étages peuvent être des caves. Pour les autres, c'est la perspective. Ceux d'en bas peuvent voir de plus haut. Ils sortent. Entrée de la première et de la deuxième femme. Mon beau-frère travaille dans les réflexes inconditionnés. Dans les conditionnés, c'est plus facile. On ne fait que ce qu'on vous demande, mais on exige beaucoup. Elles sortent. Entrée du 5e et du 6e homme. Je sens comme une naissance de joie. C'est déjà la joie. Elle voudrait monter des pieds vers le cœur. Hélas, j'ai des fourmis dans les jambes qui l'arrêtent. Mon cher, ce n'est plus le plaisir de vivre que je demande. Je me contenterai de la neutralité de vivre. Pouvoir tranquillement regarder le spectacle sans souffrir. Le 5e et le 6e homme sortent. Entrent la 3e et la 4e femme et le 3e et le 4e homme. Les hommes par la gauche, les femmes par la droite, comme toujours. Le 3e et le 4e homme ont toujours l'un le tricot, l'autre la voiturette. Et maintenant, c'est celui qui avait le tricot qui a la voiturette et vice-versa. Il n'y a pas d'avenir. Rien n'est à venir. Tout est à prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Rien n'est vraiment prévisible. Rien n'est vraiment grissable. Pas même le prévisible. Pas même le curable. Surtout pas le prévisible ne peut être prévu. C'est surtout le curable qui ne peut être guéri. C'est du poison. Les autres personnages entrent sur le plateau, les femmes par la droite et les hommes par la gauche, et s'arrêtent plutôt dans les coins de la scène sans parler et sans faire semblant de parler. Ils doivent avoir l'air plutôt détendu, ils regardent, ils ne bougent plus. L'homme en noir, très grand, avec cagoule, sur des échasses invisibles, comme tout à l'heure, entre et s'arrête sur le milieu du plateau, tranquillement, sans que personne n'ait l'air de l'apercevoir. Les cloches sonnent, la fin de la messe. Avant que ma femme n'en sorte, allons boire notre absinthe. Elle doit rencontrer ma femme chez le pâtissier. Mettez votre tricot dans la poussette, les bébés ne vont pas le manger. Madame et chère voisine, voulez-vous garder les bébés un moment? La 4e femme s'approche, suivie de la 3e. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas encore vu vos jumeaux. On m'a dit qu'ils sont si beaux. Ne les réveillez pas surtout. Le temps de boire un verre avec mon ami. On va boire un verre tous les deux. Avant que les hommes ne s'en aillent, les femmes se penchent vers le bébé. À tout de suite, mesdames. Et merci, il y a aussi mon tricot. On m'a dit qu'ils étaient blonds. Ils n'ont pas le teint clair, vos bébés. Il n'y a plus de blond, ni plus de rose. Ils sont violacés. Ils sont tout noirs. Ils dorment. Violacé? Mes enfants, tout noirs?
Ils ont l'air d'avoir froid, mais pas assez couverts. On les touche, ça ne bouge pas. Petit mignon, petit mignon. Ils sont glacés. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que vous me racontez? Mais ils sont morts. Ils sont morts étouffés. Oh! Quoi? Ils sont bien portants. Morts. Morts? Tandis que la troisième et la quatrième femme s'écartent, affolées en criant, et qu'un remous commence à s'introduire parmi les autres personnages, le quatrième homme s'écrie. On les a étouffés, on les a étranglés, on a tué mes enfants. Qui a fait ça? Les autres personnages s'approchent, les yeux écarquillés, lentement du groupe formé par les deux hommes et les deux femmes autour de la poussette. Qui a pu faire ça? Je sais qui c'est. Je les ai confiés ce matin à ma belle-mère. Elle en voulait toujours à ses enfants, parce qu'elle me déteste, il y a longtemps, depuis toujours. Dis que c'est la grand-mère. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer des enfants. Et la mère qui n'est même pas au courant. Ah, mon gendre, je lui aurais tordu le cou. Mais pas aux enfants. D'ailleurs, ils n'en ont pas. Ma fille n'a pas voulu. Mais je comprends ça dans un moment de colère. C'est une honte. C'est plus qu'une honte. Les vieilles femmes, ça a toujours été un danger. Des tueuses, des empoisonneuses. Belle-mère, c'est vous qui les avez tués. C'est pas moi, je vous le jure. Criminel! Il se précipite vers la deuxième femme qui tombe. N'y va pas si fort. Elle est innocente. Elle est morte. Assassin. Assassin. Misérable! Misérable! Elle est tombée toute seule. Je l'ai même pas touchée. Elle est violacée. Elle est toute noire. Cette femme était ma bienfaitrice. Tu vas payer. Il se précipite vers le quatrième homme, le couteau à la main. Puisqu'il te dit que ce n'est pas lui. Elle est morte toute seule. Ah, je suis mort. Le sixième homme est tout près du quatrième. Le quatrième tombe mort. Il s'étale les bras en croix. Tu as tué mon copain. Assassin! Salaud! Les femmes, Salaud! les hommes. Assassin! Assassin! s'écrient Allô? assassin. Salaud! Assassin! Ce n'est pas moi. Je l'ai raté. Il est tombé tout seul. Il a glissé. Regardez, Il est tout noir. il est violacé. Violacé. Je ne peux supporter. Police! Elle, por- Mon cœur! elle porte la main à son cœur. Elle tombe morte. Salaud! Salaud! Assassin! Assassin! Le cinquième homme et le septième Ce femme n'est pas s'interposent. lui. Ce n'est Ce pas n'est pas lui! lui. Il a dit qu'il est mort tout seul. Pendant ce temps-là, le premier homme et la deuxième femme, ainsi que la première, la troisième, quatrième et cinquième, sixième femme, examinent le cadavre de la huitième femme. Elle ne bouge plus. Il faudrait quand même appeler un médecin. Il faudrait appeler les pompiers. Je vais chercher les pompiers. Elle se dirige vers le fond, elle tombe. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je vous le jure. Entourés par la troisième, la cinquième, huitième homme et la septième femme, ils s'affaissent. Bien entendu, lorsqu'ils entourent le sixième homme, les personnages doivent laisser un espace ouvert vers la salle afin qu'on voit tomber le sixième homme. Premier et deuxième homme, première, troisième, quatrième et cinquième femme, après avoir examiné la huitième femme, à terre, lèvent les bras au ciel autour de la femme. C'est pas le cœur. C'est peut-être le cœur. Elle a de bien vilaines couleurs. Il est mort. C'est le ciel qui l'a puni. Il n'est peut-être qu'évanoui. Les personnages qui étaient autour du sixième homme, c'est-à-dire les troisième, cinquième, huitième hommes et septième femmes, ainsi que les personnages qui étaient autour de la huitième femme, c'est-à-dire les premiers et deuxième hommes et les premières, troisième, quatrième et cinquième femmes, se dirigent les uns vers les autres en disant « C'est tout de même extraordinaire! Je n'aurais jamais cru! Ils sont pas beaux à voir! C'est à cause de leur méchanceté! Ils sont coupables, ils sont innocents! » Elle est tombée, celle-là. Elle devait chercher les pompiers. Il faut la relever. Elle n'est pas morte? Au moins celle-là aussi? C'est fini. On ne va pas tous crever. Elle est inerte. Ils tombent morts sur la femme.
Ce n'est plus une surprise. On a déjà pris l'habitude. Il s'écroule sur la 6e femme et le 7e homme. Les 9 personnages qui restent se mettent à courir, en tous sens sur le plateau, en criant et en se tordant les mains. Ayez pitié. C'est le mal, le grand mal. Ayez pitié. J'ai volé. Seigneur, ayez pitié. Je suis parricide. J'ai commis l'inceste. Pitié, grâce, pitié, grâce. Pardonnez-moi. L'enfer. Il s'écroule à la droite du plateau, en face. Je voudrais réparer mes torts. Elle tombe du côté opposé au premier homme. Je ne suis pas si mauvaise. Elle s'écroule derrière le premier homme. Où es-tu, ma chérie? Ma petite chérie? Il tombe aux côtés de la 3e femme. Les entrailles, ça me brûle. Elle tombe aux côtés du 2e homme. J'ai mal partout. J'ai fait le mal. Oh, mes petits enfants. Il s'écroule auprès de la 4e femme. Je ne veux pas. Je souffre trop. Je ne veux pas. Je souffre trop. Mon mari, ton déjeuner n'est pas prêt. Elles s'écroulent toutes les deux aux 2 coins opposés du plateau. Fin de la scène. Dans la rue, un fonctionnaire de la ville s'adressant au public. Le fonctionnaire. Citoyens de la ville et étrangers, un mal inconnu s'est répandu dans notre ville. Depuis quelque temps, et ce n'est pas la guerre, il n'y a pas d'assassinat. Nous vivons normalement, calmement. Beaucoup d'entre nous dans le presque bonheur. Tout d'un coup, sans cause apparente, sans avoir été malades, des gens se mettent à mourir dans les maisons, dans les églises, au coin des rues, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir. Imaginez-vous cela. Et le comble, ce ne sont pas des cas isolés, un mort par ici, un mort par là. Ce pourrait s'admettre à la rigueur. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y a une progression géométrique de la mort. Il s'agit, nous disent les médecins, les historiens, les théologiens, les sociologues, il s'agit d'un mal qui revient cycliquement, rarement, mais cycliquement, et qu'on n'avait plus connu depuis quelques siècles dans une autre partie du monde. Ce mal fait le tour de la terre et vient frapper le pays ou la ville la plus heureuse, oui, au moment le plus accompli de son histoire, au moment où la ville où l'on croyait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Ce phénomène terrible a été signalé les 2 dernières fois dans des endroits très lointains, à Paris et dans une autre ville de l'Antiquité, Berlin. En Sicile aussi, paraît-il, mais nous n'avons plus les documents suffisants pour savoir exactement si c'était la Sicile ou l'Argentine. Il est inconcevable que notre tour soit venu alors que Brest était plus proche de ces contrées. Il y a des maisons où des familles entières sont anéanties ensemble. Des frères et des cousins sont pris en même temps du même mal, de la même angoisse, suivis de la même douleur mortelle, même s'ils habitent dans des quartiers différents. On a pu croire à un moment qu'on pouvait expliquer ce phénomène par un retour, une réapparition de vieilles querelles ancestrales entre familles ou dans la même famille, comme cela ne peut plus exister dans notre modernité apaisée. Mais les gens sont morts aussi bien dans la même maison que dans des maisons éloignées les unes des autres. Des inconnus mouraient en même temps, des inconnus les uns aux autres. On pouvait donc tout aussi bien croire que c'était la querelle entre des inconnus. Trop de coïncidences nous ont fait abandonner la piste de la coïncidence. Les gens meurent pas au hasard. Je vous ai réunis une dernière fois sur cette place publique pour vous dire ce qui nous arrive, et ce qui nous arrive est incompréhensible. Nous sommes accablés par une mortalité sans cause connue. Je dois vous annoncer que les pays voisins ainsi que les autres villes nous interdisent leurs portes. Les soldats entourent la ville. Plus personne ne peut entrer et vous ne pouvez plus sortir. Hier encore, on pouvait partir. Dès aujourd'hui, nous sommes pris comme dans un piège. Concitoyens et étrangers, n'essayez pas de fuir. Vous n'échapperez pas aux balles des carabiniers qui défendent les entrées et les sorties. Nous avons besoin de tout notre courage et de toute notre force de résignation. J'ai besoin aussi de bras pour creuser les fosses.
Il faut exproprier les terrains vagues, les chantiers, car il n'y a plus de place dans les cimetières. Je demande des volontaires pour surveiller les maisons infectées, pour empêcher qu'on entre dans ces maisons ou qu'on en sorte. Il nous faut des inspecteurs assermentés pour enquêter dans les maisons touchées par la maladie, afin de voir si c'est vraiment la maladie mortelle. Des femmes enquêteuses, je demande, pour déterminer les causes des décès, pour examiner même les vivants et constater s'ils ont des taches, des rougeurs, des enflures, et dénoncer à la police ceux-ci afin qu'ils soient bien enfermés. Tout suspect qui entrera dans une maison sera enfermé avec les gens de la maison. Gardez-vous bien les suspects, dénoncez-les pour le bien public. Nous demandons des chirurgiens, des transporteurs de cadavres, des ensevelisseurs. Tout le monde est au service de tout le monde. Tout le monde doit être prêt à surveiller ou enterrer son prochain. Nous ne connaissons pas de remède au mal. Nous pouvons essayer de le limiter. De cette façon, peut-être, nous réussirons, quelques-uns d'entre nous, à survivre. Mais qu'on ne compte pas là-dessus. Toutefois, plus de mendiants, plus de vagabonds, plus de banquets. Les spectacles sont interdits. Les magasins, les cafés resteront ouverts le moins longtemps possible afin de réduire la propagation, si propagation il y a. Car il est possible que le mal nous tombe du ciel comme une pluie invisible qui passerait à travers même les toits et les murs. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura plus de réunions publiques. Les groupes de plus de 3 personnes seront dispersés. Il est également interdit de flâner. Les habitants devront circuler 2 par 2 afin que chacun puisse surveiller l'autre et annoncer aux ensevelisseurs s'ils tombent. Rentrez chez vous, que chacun reste chez soi, que l'on ne sorte que pour le strict nécessaire. Sur toute maison contaminée sera peinte une croix rouge haute d'1 pied au centre de la porte avec inscription « Dieu, aie pitié de nous ». Il sort. Fin de la scène.